Bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce webinaire, en fait, aujourd'hui, on a des participants de plusieurs pays d'Afrique. Et donc, je remercie beaucoup nos clients, nos prospects, nos partenaires. Le sujet de notre webinaire, ce sera la transformation de la relation client à l'ère du digital et ses conséquences. C'est un webinaire le sujet, c'est notre premier webinaire Thalys, hein, et j'espère que ça sera le premier parmi plusieurs webinaires qu'on essaiera de faire de façon périodique, donc pour alimenter nos clients et nos prospects par des sujets innovants et aider à la sensibilisation du marché d'une façon générale. Donc, il m'a été insufflé par nos clients en Afrique subsaharienne parce que quand on a commencé à travailler au niveau de la transformation digitale, une des questions, c'était une crainte c'est donc nos clients qui sont des banques, mais c'est par rapport à leurs collaborateurs parce que quand on parle digital, on a souvent peur de dire est-ce que les collaborateurs ont peur de perdre leur poste. Donc, on a essayé dans ce webinaire d'apporter quelques éclairages, notamment grâce en partenariat avec notre partenaire Elancy, qui, eux, ont cette expérience en Europe, pour dire finalement, est-ce qu'avec le digital, il y a réellement une réduction d'effectifs ou pas. Donc, je voulais dire, donc ce webinaire aussi, il sera enregistré parce que beaucoup des participants, de nos invités n'ont pas pu participer. Ils ont demandé d'avoir l'enregistrement. Alors, avec moi, j'ai donc un manager de Thalys, Achraf Zarbouni, qui travaille sur tous ces sujets de transformation digitale, de la stratégie à la mise en place de la feuille de route. Lui, il va regarder donc toutes vos questions que vous pouvez poser au fur et à mesure de la présentation. Et on aura au maximum 5 questions afin de ne pas dépasser le temps. Ensuite, par rapport à donc avec moi, donc, il y a Elancy d'Elancy pour qu'il présente le cabinet, il se présente et ensuite on donnera la parole à Laetitia Ty, qui est manager de Elancy, pour qu'elle se présente. Vas-y Christophe. Oui, bonjour à tous. Merci Elissa pour cette introduction. Donc, je suis Christophe Davis, associé Elancy. Je suis responsable des activités banque et assurance et je m'occupe particulièrement en fait des programmes de transformation de nos clients. Alors, Elancy, nous sommes un cabinet spécialisé en fait en banque, finance, assurance. On est orienté conseil en organisation et management et on adresse finalement un peu toutes les problématiques autour de la transformation avec un barycentre vraiment métier. Et ce point de vue, finalement, on l'intègre à travers des approches assez originales, notamment en mettant en avant finalement les impacts du digital et de l'innovation. Et voilà, donc Elancy, aujourd'hui, on est 200 collaborateurs. On est à peu près 150, entre 150 et 170 en France. Et on a plus de 20 collaborateurs au Maroc pour couvrir finalement un peu la zone Maroc et Afrique du Nord. Par rapport en fait à tous nos projets, finalement, ça fait à peu près 10 ans qu'on intervient sur l'ensemble en fait des acteurs bancaires et assurantiels en France et aussi en Europe, et depuis 3 ans maintenant au Maroc. Alors Elancy, ça fait 12 ans d'existence, et c'est vrai qu'auparavant, en fait, pour les associés fondateurs, en fait, on était pour la plupart en fait d'anciens collaborateurs d'Eurogroupe, et c'est vrai que notre histoire passée nous avait permis finalement de bien connaître en tout cas les problématiques qu'on peut découvrir aujourd'hui encore sur le territoire africain, et notamment en Tunisie. Et donc voilà, donc j'ai le plaisir, j'aurai le plaisir de vous commenter quelques convictions qu'on peut avoir par rapport à des observations aussi et des pratiques de nos clients en France et en Europe, et de pouvoir aussi vous éclairer sur des tendances en fait, ou en tout cas
des problématiques qui aujourd'hui, j'en suis sûr, sont prégnants chez vous et peut-être vous éclairer sur, voilà, sur des choix à faire, notamment en matière de stratégie digitale, stratégie multicanal et bien sûr, finalement, un peu dans tout ça, un peu le rôle et la place de l'agence dans votre dispositif commercial. Voilà, donc, et je me permets de vous introduire Laetitia qui est spécialisée justement dans ces sujets-là. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Merci Christophe. Je suis Laetitia Théa et manager au sein du cabinet Elancy depuis septembre 2019. Et en fait, auparavant, j'ai travaillé pendant 15 ans dans une grande banque de la place en France et j'ai occupé des postes opérationnels dans le réseau, mais aussi des fonctions en direction centrale pour réaliser des missions de conseil interne pour le comité exécutif de la banque de détail en France. Alors, ces diverses expériences m'ont permis de développer des compétences fortes à la fois sur le digital, mais aussi sur la distribution. Et c'est pour cette raison que je suis parmi vous aujourd'hui. J'en suis ravie. Et j'aurai l'occasion de vous faire mon retour d'expérience en fait sur les impacts du digital, sur cette relation avec le client et bien entendu sur le périmètre qu'on connaît bien, en tout cas que je connais bien, la France. Je sais pas, je pense qu'il y a eu une petite coupure. Laetitia, tu peux recommencer? Ah. Juste, est-ce qu'il y a eu une coupure pour vous, Christophe? Tu as eu une coupure, toi? Non, Non? non, c'est bon. Bah, c'est bon, d'accord. Ok, Donc, super. elle était juste pour moi, alors, d'accord. Je continue alors. OK. Alors, par rapport à donc la présentation de ce webinaire, on va avoir une partie évolution, donc l'évolution en termes de chiffres, que ce soit du comportement du client, de ses attentes, et par rapport à ses attentes, donc en termes de stats, mais aussi en fait qualitativement, quelles sont ses attentes. Ensuite, on va voir l'impact de tout ceci par rapport au modèle de distribution, comment le modèle a évolué. Après ça, on aura une pause de questions-réponses et on terminera par les convictions. Donc, quelles sont nos convictions par rapport à ces problématiques? D'accord. Donc, si on regarde le comportement du client dans le monde, on va regarder donc par rapport à l'urbanisation et de la population, il y a une progression de plus 1,1% entre 2019 et 2020. Et on remarque que la progression la plus importante, elle est en Afrique, de plus 2,5. Concernant les connexions de téléphones mobiles, donc la progression est de 2,4% dans le monde et toujours dans la même année entre 2019 et 2020, et elle est de plus 5,6% donc en Afrique. Le nombre d'internautes, plus 7% dans le monde, plus 10% en Afrique, et l'utilisation de tout ce qui est réseaux sociaux, il est de plus 9,2% dans le monde et de plus 12% en Afrique. Tout ça, ça nous induit que la croissance, elle est très importante en Afrique. Là, jusqu'à présent, je ne vous apprends rien, mais ce sont des chiffres sur lesquels on va se baser pour dire quelle serait l'évolution en conséquence. Donc, pour le comportement du client en Tunisie, donc là, c'est l'utilisation du digital avec les indicateurs d'inclusion financière en 2019. Nous retrouvons donc les pourcentages donc, par rapport à la population, donc à peu près 70%, les souscriptions de mobile 150%, les internautes, donc l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux qui est environ entre 60 et 70%. Ce sont des taux qui sont bons. Mais côté utilisation de cartes, porte-monnaie mobile, les achats qui sont effectués sur Internet, nous avons un pourcentage qui est faible. Et tout ça, ça pousse à dire qu'en Tunisie, la marge de progression, elle est vraiment importante. Maintenant, si on regarde le client français face au digital et dans le secteur bancaire. En France, aujourd'hui, 54%, donc c'est une source de 2017, 54% déclarent que la digitalisation des services bancaires les conduit à se rendre moins fréquemment en agence. Okay. Laetitia va expliquer après quelle a été l'évolution du modèle de distribution en conséquence. 99%
possèdent au moins un compte en banque. Personnellement, j'ai été étonnée du chiffre, j'ai dû le revérifier. Et en fait, c'est toute la population qui a plus de 15 ans. Effectivement, en France, ils sont à 99%. 40%, ils sont multibancarisés, ça veut dire qu'ils ont au moins 2 banques. Et 56%, donc plus que la moitié, veulent avoir un conseiller attitré et avec une posture plus relationnelle. 89%, donc presque 90%, ont une volonté de conserver l'agence physique. Et 2%, ils ont fait de la banque en ligne leur banque principale. Quand on regarde ces chiffres, donc on se dit vraiment 89% veulent avoir l'agence physique et en même temps, ils aimeraient bien avoir aussi des services quelque part à distance. Comment on va pouvoir répondre à ces attentes? Donc on va le voir déjà en chiffres un peu plus ces attentes, mais comment on va répondre à ces attentes avec le digital et quel serait le nouveau rôle de l'agence? Alors, par rapport à ces attentes, je parle encore des clients français vis-à-vis de la banque en 2019. Il y a presque la moitié, 48%, ils aimeraient que la banque les conseille quand ils sont en train de prendre une décision importante. C'est quoi une décision importante pour le client? C'est par exemple l'achat d'une maison, où il veut avoir un crédit, où il veut acheter une voiture. Là, vraiment, il a besoin d'un conseil qui vient de la banque parce qu'il considère que c'est une opération que, même s'il fait des recherches et tout, l'expertise et le conseil restent utiles pour lui. 45%, ils préfèrent passer par les agences bancaires, c'est-à-dire l'agence physique, pour tout ce qui est opération complexe. Par contre, 89% veulent avoir complètement une autonomie complète quand ce sont des opérations simples, ce qu'on appelle les opérations courantes. 20%, ils considèrent que leur conseiller ne les connaît pas suffisamment et ils cherchent à être connus suffisamment pour être bien conseillés. Alors, qualitativement maintenant, qu'est-ce qu'ils attendent? Un client, il attend et un conseiller qui est quelque part proactif, qui va être en amont de leurs besoins et qui va sentir leurs besoins et leur proposer le service adéquat, peut-être même avant même que le client exprime ce service. Un conseiller personnalisé et adapté. On parle toujours de personnalisation. Un conseiller qui a une posture plus relationnelle. Ça veut dire que donc, le relationnel aujourd'hui reste important pour le client et un conseiller qui les accompagne dans les moments de vie importants. Dans la suite du webinaire, on va expliquer, on va voir c'est quoi ces moments de vie importants et comment les capter. Le client attend aussi une accessibilité plus forte des services bancaires, donc du self-care et du conseil à distance. Self-care, donc comme on a bien vu tout à l'heure, c'est plus des opérations peut-être courantes et du conseil à distance pour les opérations complexes. Un accès en temps réel et une disponibilité 24 heures sur 24 qui est possible avec les canaux digitaux et une mobilité dans la consommation des services. Alors, il attend aussi une réactivité, forcément parce que la rapidité de prise en charge de ces demandes, elle est importante parce que c'est un client qui devient impatient. Une réduction des délais de réponse et bien entendu une dématérialisation, donc il ne veut plus de papier. Il aimerait bien que ça soit de façon digitale. L'offre et tarif, c'est un client aussi qui est bien sûr regardant par rapport à tout ce qui est produits personnalisés, innovants, mais aussi des tarifs accessibles, des tarifs transparents. C'est un client qui est très au courant. Il a déjà comparé avant de venir, donc il aimerait avoir une offre variée, attractive. Et bien entendu, n'oublions pas la sécurité des données, parce que la confiance, qu'on le veuille ou pas, passe par ce volet sécurité. D'accord. Donc, par rapport à toutes ces attentes, par rapport aux chiffres qu'on vient de voir, comment le réseau de distribution, le modèle de distribution, donc là je pose la question à Laetitia,
comment le modèle de distribution il a évolué et quels étaient les impacts. Ouais, donc merci Elissa pour ton éclairage sur les comportements et les attentes des clients. Ça va permettre de bien expliquer cet impact du digital. Et comme tu l'as montré, finalement, le digital il est désormais partout. Elle a poussé les banques à réfléchir autrement et à aller vers le chemin de l'innovation en fait. Cette digitalisation vient transformer l'organisation, les outils, les process, les modes de consommation, mais aussi la relation entre banque et client. Alors, ce qu'on va voir là maintenant, ce sont les impacts du digital sur cette relation avec le client. Donc, l'impact sur les canaux de distribution dans un premier temps. Ensuite, on verra l'impact sur le réseau d'agences et enfin sur les métiers au sein des agences et aussi du middle et du back-office. Alors ici, sur les canaux de distribution, en fait, ce que nous pouvons constater, c'est que le nombre de points de contact entre le client et la banque augmente. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le client, de plus en plus, se retrouve au centre des attentions, au centre des attentions. Et donc, quand on regarde là tout à fait à gauche, avant les années 2000, les clients et les conseillers, en fait, entraient en conversation par soit le téléphone, là, comme on peut le voir, soit par l'agence. On pourrait aussi rajouter le courrier. Et donc, en fait, ces canaux apparaissent comme étant très indépendants. On voit une flèche directement vers l'agence ou vers le téléphone. Et ces canaux-là fonctionnent vraiment en silo. Ils ne communiquent pas entre eux. Donc, finalement, on a un canal, un parcours. Et puis après, à partir des années 2000, là, comme on peut l'observer, le nombre de points de contact augmente. En plus de l'agence et le téléphone, on peut voir apparaître le distributeur parce qu'il devient de plus en plus intelligent, mais aussi l'Internet. Et donc, là, finalement, on voit que des passerelles apparaissent. Les canaux deviennent complémentaires, en fait, là où ils étaient très indépendants. Alors, un exemple, je suis cliente, je veux souscrire un produit d'épargne et avant d'aller voir mon conseiller, je veux me tenir informée. Alors, je vais pouvoir comparer les différents produits d'épargne sur Internet, regarder les différentes caractéristiques, choisir le produit d'épargne qui me correspond, en tout cas qui est le plus adapté à ma situation. Et ensuite, je vais pouvoir aller voir mon conseiller pour souscrire, en tout cas écouter ses conseils et souscrire le produit que j'ai choisi. Donc, finalement, je suis passée d'un canal de distribution à un autre de façon fluide. Et c'est pour cette raison qu'on parle de complémentarité, en fait. Et à partir des années 2010, là, pour le coup, on voit encore ce nombre de points de contact évoluer. Là, on voit le téléphone, les applications mobiles, les réseaux sociaux, les chats, etc. Et donc, finalement, tous ces canaux de distribution sont fusionnés. C'est-à-dire que là, le parcours client est bien décrit de bout en bout et le client est vraiment au centre des attentions, comme je disais tout à l'heure, et c'est son expérience qui va passer avant tout. Alors, un autre exemple, je suis cliente, je veux souscrire un crédit immobilier. Eh bien, ce que je peux faire, c'est quand je vais au travail le matin, dans les transports en commun, je peux très bien faire une simulation sur mon téléphone portable, puis l'interrompre quand j'arrive, reprendre pendant ma pause déjeuner sur mon ordinateur et appeler par exemple un conseiller pour avoir des informations, je ne sais pas, sur l'assurance groupe ou une assurance déléguée. Et puis, une fois que j'ai terminé cette simulation, parce que j'ai besoin d'avoir d'autres éléments d'information pour vraiment aller jusqu'au bout, je vais prendre rendez-vous avec mon conseiller et me rendre en agence et finalement valider cette opération avec mon conseiller qui va pouvoir méditer mes offres de prêt. Donc là, vraiment, les canaux sont fusionnés. On a unifié cette expérience client et c'est une expérience, comme on dit, sans couture. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle finalement dans le marketing digital l'omnicanal. Donc voilà ce qui a permis finalement le digital de transformer, comme il a transformé les parcours clients et la relation du client. Alors sur cette page,
effectivement, on peut voir que les différents canaux digitaux viennent améliorer cette expérience client. Donc, tout à fait là à droite, en haut, ce que nous pourrons retenir dans un premier temps, c'est que les banques ont toutes développé des applications et leurs sites mobiles. Ça, c'est la première chose pour réaliser des opérations plus ou moins complexes, c'est-à-dire un virement, une augmentation de plafond de carte, une prise de rendez-vous, une opposition sur un prélèvement, par exemple. Mais de plus en plus, on peut réaliser des opérations complexes parce qu'aujourd'hui, il est possible effectivement de faire de souscrire à un crédit à la consommation, un crédit immobilier en ligne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc en bas à droite, c'est que toutes les banques finalement sont présentes sur les réseaux sociaux pour entrer en conversation avec leurs clients, mais aussi pour que les clients puissent partager leurs avis et voilà, partager leurs expériences. La troisième chose, à gauche, eh bien, en fait, toutes les banques là ont développé leur banque en ligne. Alors, BNP Paribas a développé Hello Bank, Société Générale, Boursorama Bank, Crédit Agricole, Before Bank et bien d'autres. Et ces banques en ligne, finalement, elles sont fortement concurrencées par d'autres banques en ligne qui ne sont pas françaises, hein, et là, on a mis ING Direct, qui est donc la filiale du groupe hollandais ING. Elles sont aussi concurrencées par d'autres établissements alternatifs. C'est vrai qu'on ne l'a pas noté, mais on peut penser à Nickel, qui pour le coup commercialise ou en tout cas permet l'ouverture de comptes et la souscription de cartes dans des bureaux de tabac. Et à côté de ça, on a effectivement des services très innovants via les fintech qui vont proposer de souscrire ou d'acheter des produits et des services de bout en bout en ligne. Et là, on peut citer par exemple Conto pour la clientèle des professionnels. Donc, les banques ont vraiment travaillé ont vraiment travaillé pour améliorer cette expérience client via tous ces canaux digitaux. Alors, Laetitia, donc je te laisse continuer par rapport à l'évolution de l'agence, du réseau d'agences en fait. Alors, effectivement, là, ce qu'on se disait tout à l'heure en préambule, c'est qu'on a donc parlé des canaux de distribution et là, maintenant, on va parler du réseau d'agences. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que la digitalisation, finalement, permettait au client de réaliser son opération en ligne, en parfaite autonomie, à 23 heures sur mon canapé si j'en ai l'envie, par exemple. Et d'ailleurs, de l'autre côté, les banques, elles, se donnent des ambitions sur les ventes de produits bancaires via le numérique. Donc, la conséquence à tout ça, et tu l'as évoqué en préambule, hein, Elissa, c'est que les clients fréquentent de moins en moins leurs agences. Alors, on peut retenir ce chiffre, c'est que moins de 20% des clients en France se rendraient en agence une fois ou plus. Voilà. Donc, ça vient expliquer assez naturellement pourquoi les banques réfléchissent à se réinventer et à réfléchir à l'évolution de leur dispositif des agences. D'autant plus que ce dispositif d'agence aujourd'hui représente une part importante dans leur coût fixe. Alors, comment finalement ces banques se réinventent-elles? C'est peut-être par la modernisation en fait des locaux. Alors aujourd'hui en France, et même depuis quelques années maintenant, on a vu émerger des agences vitrines, des agences laboratoires, des agences full digital, des agences café, avec cet objectif quand le client entre d'avoir cet effet waouh en fait. Et parce que surpris par l'ambiance, la décoration chaleureuse, surpris par l'agencement, l'ameublement en fait des meubles cosy et épurés, surpris par la mise à disposition de tablettes, de murs digitaux. Donc ça, c'est le premier point, la modernisation des agences. Ensuite, on peut parler aussi de spécialisation. La spécialisation, eh bien, c'est la création d'agences bancaires qui sont dédiées à certains types de clients, à certaines populations de clients. Par exemple, des agences dédiées à des professionnels, des professions libérales de santé, par exemple.
des agences dédiées à des entrepreneurs, des agences aussi dédiées aux jeunes actifs ou aux étudiants. Donc, on a cette spécialisation qui se développe aussi en fonction de l'environnement. Par transformation du réseau d'agences, on entend aussi adaptation de ces formats. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adaptation des formats? Eh bien, ce peut être travailler sur les horaires. Par exemple, proposer aux clients d'ouvrir le matin à toute la clientèle, mais d'ouvrir simplement l'après-midi sur rendez-vous. Ce peut être aussi la possibilité d'adapter les horaires le matin et le soir en fonction de l'environnement et de l'écosystème et de proposer des horaires décalés, plus tard le matin, plus tard le soir par exemple. Ce peut être aussi des agences ouvertes quelques jours par semaine parce qu'une équipe est sur 2 agences. Typiquement, une agence travaillerait des conseillers travailleraient dans une agence les lundis et mardis et puis travailleraient dans une autre agence les autres jours de la semaine. Voilà ce qu'on entend par adaptation finalement des horaires d'ouverture. Mais par rapport à l'adaptation des formats, ce peut être aussi le renforcement finalement des distributeurs qui sont de plus en plus intelligents et qui permettent de réaliser des opérations à valeur ajoutée moins importante. Mais ce peut être aussi le nombre de conseillers qu'on va revoir en fonction de l'écosystème et des besoins. Donc, nous avons vu la modernisation, la spécialisation et l'adaptation des agences. Et parfois, effectivement, il est nécessaire de réfléchir aux fermetures des agences. Pourquoi? Tout simplement parce que certaines agences ne sont pas rentables, mais aussi parce qu'on va décider de fusionner des agences pour, à un moment donné, adresser le meilleur service à des clients à un endroit qui est stratégique pour la banque. Et donc, effectivement, on va parler de fermeture. Alors, en France, pour bien pouvoir comparer avec la Tunisie, on compte environ 36 000 agences bancaires. Et donc, c'est 7% de moins qu'il y a 10 ans. Donc, effectivement, ces 7%, c'est quand même important en France parce que, pour vous donner un ordre d'idée, ça représente un réseau d'agences type Société Générale ou BNP Paribas en France. Donc, on va vraiment vers cette dynamique de concentration, de fusion, de fermeture des agences en France. Et pour autant, en France, on a aujourd'hui 5,7 agences pour 10 000 habitants. Et comparativement finalement aux autres pays européens, la France ferme beaucoup moins d'agences que ses pays voisins et a un nombre d'agences beaucoup plus important. Alors, par exemple, en Espagne, tout à l'heure je vous disais 5,7 agences pour 10 000 habitants en France. En Espagne, c'est 6,7 agences pour 10 000 habitants. Et pour autant, l'Espagne a fermé 40% de son réseau sur les 10 dernières années. Et il y a des pays qui accélèrent davantage. Et les Pays-Bas, par exemple, ont une agence pour 10 000 habitants et ont fermé la moitié du réseau sur ces 10 dernières années. Donc, effectivement, on a, côté Europe en tout cas, le digital a un impact sur la transformation du réseau, mais il faut bien avoir à l'esprit qu'on a cette nécessité d'optimiser les coûts. Laetitia, moi j'aimerais rebondir sur cette problématique de réduction parce que je pense que ce qu'on revoit, c'est plus le maillage des agences sur tout le territoire. Je m'explique. Peut-être en France, le maillage, il était assez fin sur tous les territoires. Mais moi, je vois en Tunisie ou sur les pays d'Afrique, en fait, on a des agences qui sont concentrées plutôt plus dans les régions qui sont urbanisées. D'accord? Peut-être alors qu'à l'intérieur du pays, c'est moins, il y a moins le maillage, il est beaucoup plus, on va dire, pas aussi fin. Donc,
je me pose la question en disant cette réduction, elle est avant tout due à une réduction de coûts finalement, parce qu'on voit qu'en France, c'est moins fréquenté, donc ça vaut plus la peine de laisser des agences fonctionner avec le coût important, donc ils essayent de regrouper les agences et de revoir le maillage. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que dans des régions où le maillage il est faible à l'intérieur du pays, c'est plus le même nombre d'agences peut être réparti, enfin sensiblement le même nombre réparti autrement. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Alors, effectivement, cette stratégie du maillage des agences est importante parce que la volonté finalement des grandes banques en France est de rester proche des clients. Alors, la proximité, elle peut être géographique, mais elle peut être aussi relationnelle. Donc, effectivement, rien ne n'empêche dans des zones plus rurales, par exemple, d'entretenir de bonnes relations avec son conseiller en agence, par téléphone, par mail ou autre, ou même par visio, par exemple. Mais effectivement, certaines personnes sont plus ou moins réticentes à ces nouveaux moyens mis en place. Donc, des banques, pour le coup, ont proposé et continuent de proposer par exemple des agences mobiles via des bus qui se rendraient une fois par semaine au même endroit afin que les clients puissent réaliser à la fois des opérations simples parce que ce sont des camions qui peuvent être équipés de distributeurs, donc retrait d'argent tout simplement, mais aussi parler de leur projet puisque le conseiller qui est là avec eux peut tout à fait les recevoir et échanger sur les différents projets. Ça veut dire qu'on peut avoir d'autres moyens qu'une agence physique. On peut avoir une agence mobile Tout à fait. ou carrément peut-être un relais. Dans certains pays d'Afrique, on a des relais qui ne sont pas des agences, mais qui peuvent assurer certaines opérations, on va dire, pour les clients sans que ça soit une agence. Et ça peut être des partenaires, on va dire. D'accord. Donc, je vais passer à la question suivante, Laetitia. Donc, par rapport à ce réseau, cette mutation, quel serait l'impact sur les fonctions maintenant au niveau des banques, que ce soit au niveau front office, mais dès le back office? Donc, effectivement, la digitalisation, la robotisation de certaines tâches sont venues impacter évidemment les métiers de la banque, aussi bien en agence front office que dans les middle et les back office. Voilà, donc tout à l'heure, on se disait que les distributeurs, par exemple, étaient de plus en plus intelligents, de plus en plus puissants. Et pour le coup, un métier qui a quasiment disparu du paysage, c'est celui du guichetier. Mais finalement, ces personnes qui faisaient, qui traitaient les espèces et accueillaient les clients sont devenus des chargés d'accueil. Donc, même si un métier est en voie de disparition, finalement, les conseillers, eh bien, en tout cas, les banques font évoluer les missions des collaborateurs. De la même façon, tout à l'heure, tu exprimais le fait que les clients étaient de plus en plus exigeants vis-à-vis de leurs conseillers, qu'ils avaient beaucoup d'informations parce que, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, ils s'informent via les réseaux sociaux, via Internet, etc. Et du coup, on a la nécessité d'avoir des conseillers de plus en plus expérimentés, ayant des compétences et des expertises sur des thématiques précises. Et c'est pour cette raison, finalement, qu'on a vu apparaître de nouveaux conseillers, des conseillers spécialisés en immobilier, par exemple, des conseillers spécialisés en assurance, en épargne, en prévoyance. Et ça vient finalement compléter les experts que nous connaissions déjà, typiquement des experts en flux et moyens de paiement. Voilà. Donc, d'une part, il y a des métiers qui disparaissent, mais d'autres sont créés. Et puis, il y a des métiers qui évoluent. Alors, le conseiller clientèle, je vous propose d'en faire un zoom juste après. Mais par contre, on peut peut-être se parler du directeur d'agence. Le directeur d'agence, finalement, il aura toujours sa place dans l'agence et sa boutique.
il faut un patron pour faire tourner une boutique. Pour autant, finalement, ce directeur d'agence va avoir sa mission évoluer. Alors, autrefois, ce directeur d'agence était quelqu'un pour effectivement animer son équipe, mais surtout pour contrôler et aller atteindre à tout prix des objectifs, parce qu'on avait plutôt cette notion de cette vision produit. Aujourd'hui, finalement, le directeur d'agence, il est garant de la satisfaction de la relation avec le client, d'accord? Alors certes, il est toujours orienté résultat, hein. Pour autant, il va être le référent et l'ambassadeur en matière de la connaissance des clients. Et finalement, il va coacher et accompagner son équipe pour bien s'acculturer voilà, de cette nécessité de satisfaire les clients et de jouer long terme sur la relation pour les fidéliser et puis ensuite pour être recommandé et voilà, créer un bon climat de confiance et travailler en toute sérénité avec à la fois les équipes et les clients. Je vous propose de faire donc le zoom sur le métier de conseiller clientèle. Okay. Alors, c'est un bon exemple, hein, et c'est sur la page suivante, de l'évolution du métier du fait du digital. Alors, ce que nous pouvons observer, c'est que là où avant le conseiller clientèle intervenait dès la phase d'avant-vente jusqu'à l'après-vente, qui s'intéressait à réaliser des opérations de vente en one-shot, comme je les appelle, qu'il était sédentaire du fait de son poste de travail fixe et qui passait beaucoup de temps quand même dans des tâches administratives, et bien finalement grâce à la montée en puissance des sites de comparaison, comme on peut le voir ici, des réseaux sociaux, grâce à la digitalisation des outils de vente et d'aide à la vente aussi, la dématérialisation des documents et à l'automatisation des process, bien finalement, ce même conseiller clientèle ne sont plus le point de départ, ni le centre, ni celui qui va clôturer le parcours client. Finalement, ce sont des conseillers clients qui sont devenus omnicanal en fait. Et ce conseiller client va venir assurer et pérenniser la relation avec son client sur le long terme en essayant d'apporter une réelle valeur ajoutée et du conseil. Donc, et c'est tout, enfin, la digitalisation aussi, là, et c'est le dernier point qu'on peut voir sur cette page, c'est qu'effectivement, elle permet aux conseillers de se concentrer vraiment sur cette relation avec le client et un peu moins, on va dire, parce qu'il y en a toujours sur les tâches administratives. D'accord. Donc Laetitia, et par rapport, donc on a beaucoup parlé du conseiller clientèle, mais par rapport aux autres profils qui sont plus middle et back office, est-ce que vraiment la transformation, elle est profonde pour eux? Alors la transformation, elle est présente également, hein, parce que ce que tu exprimais aussi par rapport aux attentes du client et notamment l'instantanéité, fait que les banques ont beaucoup travaillé sur des parcours plus efficaces, on va dire. Et donc, comment on a pu travailler cette efficacité? C'est par l'automatisation croissante des processus et des activités. Et souvent, ces automatisations, elles se font sur des activités de contrôle et de traitement. Et aussi par la dématérialisation dont on se parlait tout à l'heure. Donc, on peut vous donner un exemple. On va dire qu'avant, là où le conseiller recevait son client pour une entrée en relation, qu'il notait toutes les données sur un dossier papier et qu'il envoyait ensuite à son middle ou à son back-office le dossier pour que ses collègues en middle et back-office puissent réaliser l'entrée en relation et transmettre à la fois le RIB et les autres documents à faire signer au client. Et bien maintenant, soit effectivement, ça se passe toujours en agence, mais le conseiller a la possibilité de tout réaliser de bout en bout. Et de façon, on va dire, très immédiate, hein, parce que
il peut saisir les données. Il y a des contrôles qui sont faits lors de la souscription, en fait, de la souscription des données dans les différents champs. Mais aussi, le client peut lui-même réaliser son entrée en relation via le site internet ou une application mobile. Donc, du coup, derrière, on n'a plus ce besoin de transmettre le dossier pour que le conseiller l'opérateur en back-office ait à saisir l'entrée en relation. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres qui montre que, en effet, comme des activités disparaissent du fait du digital, eh bien, ces opérateurs en back-office qui réalisaient des opérations peut-être plus simples ou très réitératives de contrôle, de souscription, eh bien, ces personnes-là vont être mobilisées quand même sur des opérations à plus forte valeur ajoutée. C'est clair. Très bien. Alors, donc, juste, je passe. Voilà, on va prendre quelques questions-réponses. Donc, Ashraf, est-ce que tu as des questions? Bonjour, oui. J'ai quelques questions. Déjà, on va commencer avec la première. C'est par rapport à l'évolution du modèle de distribution des banques qu'a présenté Laetitia. Une première question qui nous demande quel serait, à votre avis, le modèle de distribution des banques durant cette décennie de 2020? Qui veut prendre la question, Laetitia ou Christophe? Laetitia, tu continues? Oui, et je pense qu'on va pouvoir compléter les différents propos aujourd'hui, effectivement, et encore plus, je pense, après cette période de confinement, les banques vont continuer de réfléchir au dispositif le plus adapté. Parce que finalement, aujourd'hui, en France, en tout cas, les banques ont beaucoup accompagné typiquement les clients à la fois particuliers et professionnels. Alors, les clients particuliers, par exemple, en suspendant les mensualités des crédits à la consommation ou crédits immobiliers. Et pour les professionnels, en leur proposant des solutions de crédit de trésorerie pour passer cette période difficile où les commerces étaient fermés ou en tout cas l'activité tournait au ralenti. Et pour autant, donc les agences sont restées ouvertes. Et pour autant, on se rend bien compte que les clients n'allaient pas forcément en agence pour réaliser ces opérations. Alors, soit ils pouvaient le faire directement par Internet, parce que vous pouvez par exemple suspendre ou en tout cas rejeter une opération par Internet. Mais, et en plus, ils ont pu réaliser et mettre en place des crédits garantis par l'État à distance en fait. Donc, cette période, je pense, de Covid va accélérer les réflexions. Et en fait, je pense que on en reparlera juste après parce que ça fait partie de nos convictions sur comment on pense voir les agences évoluer à partir de 2020. Mais ce sera de toute façon un bon mélange entre des agences physiques et puis l'utilisation accélérée du digital. Comme le disait aussi Elissa en préambule, c'est que finalement, les Français restent très attachés à leurs agences. Ils restent attachés. Donc, on va aller vers du figital. De toute façon, nous, on a prévu dans nos convictions, on va parler du figital, qui, je pense, moi, je suis persuadée que c'est le modèle de toute façon pour notre continent africain. Ça, j'en suis certaine. J'ai vu un peu par rapport aux cultures, par rapport à tout ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'en France, même en France, moi, je pensais que la France allait plus être dans le digital, mais finalement, même la France, ça va être du figital, en fait. On a beaucoup parlé, effectivement, ces dernières années de la digitalisation, de la nécessité de faire signer les contrats à distance, la fameuse signature électronique. Et vraiment, moi, je me souviens en tant que directrice commerciale, on acculturait finalement les conseillers à utiliser justement tous ces nouveaux moyens. Donc, il y a eu une accélération forte du digital.
Ça, voilà, c'est un fait, c'est certain. Et pour autant, on revient quand même sur l'humain. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les feuilles de route de l'ensemble des banques en France, certains ne l'avaient pas oublié et ils ont toujours parlé de l'humain et du digital, mais de plus en plus, on remet l'accent sur l'humain. Après, ça peut se faire de différentes façons. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la relation avec la banque n'est pas qu'une relation, ce n'est pas qu'une proximité géographique, c'est une proximité relationnelle. Parce qu'on peut très bien ne pas se voir, mais finalement rester en contact et augmenter cette intensité en fait relationnelle qui fait que le client sera toujours fidèle à sa banque. D'ailleurs, dans les convictions, on va revenir à ce point sur cette relation, comment avec le digital et par rapport au moment de vie du client et comment garder, capter ces moments de vie malgré le digital pour voir en fait finalement et que les canaux se complètent. Donc, on passe à la question suivante. Achraf. Alors, la question suivante, bon, j'ai eu beaucoup de questions. J'essaie de noter le maximum et je crois que ça serait bien qu'après la fin du webinaire, il y a certaines questions pour lesquelles on ne va pas pouvoir répondre tout de suite, qui seront envoyées par email à nos participants. Les réponses du moins. Donc, je passe à la question suivante qui dit l'expérience client reste entre autres les émotions ressenties par le client lors de ses contacts avec sa banque. Comment le digital peut personnaliser cette expérience en fonction de l'âge et de la culture du profil de façon générale? D'accord. Qui veut qui veut répondre? Laetitia ou Christophe? Je peux prendre la parole. Okay. Ouais, les émotions, c'est vraiment très important et là-dessus, j'en suis convaincue parce que quand on est vraiment à l'écoute du client, c'est là qu'on arrive à tisser une belle relation de confiance et sur la durée. Alors, donc effectivement, il y en a beaucoup qui misent sur cette relation, qui vont écouter finalement les émotions. Mais pour autant, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que pour toutes les opérations simples, finalement, le client va se diriger vers des solutions digitales. Voilà. Et puis, par exemple, pour des projets de vie qui sont plus importants, qui pour le coup nous impactent ou qui nous touchent réellement. Alors, on en parlera tout à l'heure. Et là, je pense par exemple à une première acquisition. C'est quand même important quand on met plusieurs milliers d'euros dans un projet, d'être écouté, entendu, partager ce qu'on peut ressentir. Et puis, il y a d'autres moments de vie aussi qui nécessitent cette relation de proximité, comme une succession, par exemple. Mais pour autant, comme je disais, les deux sont nécessaires. Typiquement, dans le secteur de l'assurance, quand on a un pépin, un dégât des eaux, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, ce soit vite résolu. Donc, oui, on peut être en colère parce que c'est un dégât des eaux en provenance du voisin du dessus. Ou alors, on peut avoir vraiment peur parce qu'on doit partir en vacances le lendemain, etc. Et finalement, même en discutant par téléphone, parce que quand on déclare un sinistre, après tout est pris en charge par l'intelligence artificielle, l'assureur, compte tenu de sa réactivité et de la puissance des réponses, va venir rassurer la personne qui a eu son sinistre. Je peux très bien en parler parce que récemment, j'ai eu un problème de voiture. Donc, et au final, le parcours client de l'assureur démontre bien que la réactivité vient rassurer le client. Voilà. Donc, les deux sont évidemment nécessaires. Et puis après, il y a des clients qui, pour le coup, les émotions, ils les mettent de côté, ils n'en ont pas besoin et ils vont tout réaliser à distance. Et là, ils viennent jouer le rôle des banques en ligne parce que
certaines personnes, même s'il s'agit de la première acquisition immobilière, n'auront pas besoin de plus de contacts, mais choisiront finalement la rapidité de l'opération et le taux proposé, par exemple. Est-ce que Laetitia, je comprends par rapport à la première partie de ta réponse que pour toi, finalement, il y a certes du digital, on peut aller, mais à un certain moment, il y a une prise en main avec un contact qui n'est pas forcément physique, qui peut être par téléphone, qui peut être par visioconférence, mais où on peut capter les émotions et les partager. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, ça veut dire que finalement, il y a une complémentarité des canaux. Oui. Et tu vas parler de réactivité, ça veut dire que face à ça, tout de suite, il y a un conseiller qui prend la main et qui va prendre contact avec le client, de préférence avec la voix. Oui. Et le visage aussi, parce que c'est comme ça qu'on capte les émotions. On peut capter les émotions avec la voix aussi. Oui. C'est ça? Oui, oui. C'est ça, d'accord. On peut facilement entendre au téléphone si notre interlocuteur est en train de sourire ou pester parce qu'il n'est pas content. D'accord, ok. On peut aller à la question suivante, Ashraf? La question suivante qui dit, dans votre présentation, vous avez axé votre analyse du digital que sur les banques. Quitte du digital drivé ou piloté par les fintechs, à l'image de ce qui se passe en Chine. Alors, pardon, on pourrait reformuler la question? Alors, c'est une question d'un de nos participants. Partenaire, oui. Dans votre présentation, vous avez axé votre analyse digitale sur les banques. Oui. Quitte du digital drivé ou piloté par les fintechs, c'est-à-dire par rapport aux initiatives ou par rapport aux fintech qui sont en train d'être des moteurs, des locomotives dans le secteur financier à travers ce qu'ils offrent comme différentes possibilités aux clients finaux. Moi, si je peux, moi déjà, juste dire, parce qu'on n'a pas encore, en fait, jusqu'à présent, on a parlé des attentes du client, des transformations du modèle de distribution, des fonctions, parce qu'effectivement, c'était le cadre, plus ou moins, la transformation des fonctions au niveau des banques, mais on n'a pas, c'est vrai, parlé de tout ce qu'apportent en fait les fintech. Et on va en parler un peu à la fin, mais les systèmes d'information et les solutions. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on veut souligner, c'est qu'il y a une complémentarité vraiment forte entre les solutions et tout ce qu'on va proposer et par rapport à tout ce qui va être automatisé, toute la robotisation, tout ce que proposent en fait les solutions et les fintech et par rapport à l'humain dans tout ça. C'était ça ce qu'on voulait, souligner avant tout. Après, oui, vas-y. non, mais ce qu'on peut aussi rajouter, c'est de dire qu'effectivement, toutes les banques de la place en France ont un œil sur les fintechs et beaucoup de partenariats sont créés et des fintechs travaillent de façon très proche avec les banques. Donc, comme tu le dis, c'est très complémentaire. C'est complémentaire, mais ce qu'on va dire aussi, mais là on le voit, c'est que dans la chaîne de valeur complète, il y a de petits bouts de chaîne de valeur qui peuvent être complètement intégrés par des facteurs. Et cet assemblage, on va dire, que peut faire la banque, ça lui permet d'aller plus rapidement et de profiter de la technologie. D'accord. Mais le message qu'on veut passer dans ce webinaire, c'est que cette technologie est importante, mais l'humain restera aussi important. Il y a plusieurs façons de garder le relationnel, quel est finalement le rôle de l'humain et comment pouvoir le positionner dans tout ce paysage. Je ne sais pas si ça répond à la question du partenaire, en tout cas. De moi c'est ce que j'ai compris. En tout cas, revenir. Sinon on lui écrira par mail. On prend encore une autre question, je crois qu'on est à combien? On est à 4 là? Je crois que le timing… Ouais, on est un peu… On est un peu… On va peut-être avancer.
Je te propose, Achraf, de prendre juste la dernière question par rapport à la réglementation en France. Et puis on passe, parce que la question du figital sera traitée par la suite pour l'autre question. Parfait. Donc, une autre question qui dit, est-ce que la réglementation en France tolère l'ouverture des comptes bancaires à distance? Si oui, est-ce que c'est fait via des signatures électroniques? Et est-ce que tous les citoyens en France sont équipés par cette signature électronique? Je peux peut-être me permettre de répondre. Alors, effectivement, en France, on a cette possibilité en fait de faire des ouvertures de compte 100% en ligne. Alors, assez rapidement, hein, ça passe par quelques leviers importants. D'une part, et surtout en premier lieu, on doit préalablement avoir déjà un compte ouvert ailleurs. Et donc, de justifier d'un compte bancaire en fait, déjà existant, ce qui signifie en fait a priori qu'une banque a déjà fait en fait un premier contrôle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur cette ouverture de compte, c'est effectivement le contrôle des pièces. C'est vraiment en termes de KYC, c'est extrêmement important et c'est fortement contrôlé et c'est soumis à des exigences de conformité extrêmement fortes. Et là, en fait, il faut effectivement les moyens adéquats pour que la banque, par rapport au client qui fait cette demande en ligne, de contrôle des pièces. Et là, aujourd'hui, en fait, il existe, hein, et surtout d'ailleurs avec l'apport en fait de la technologie, de pouvoir justement faire ce type de contrôle de pièces. Et ça passe par des outils assez puissants aujourd'hui de reconnaissance faciale, tel qu'on peut l'avoir par rapport au passeport biométrique et d'autres sujets en fait aussi en termes de contrôle de la signature. Ça aussi, c'est un point important. Et enfin, dans cette ouverture de compte, qui peut être très rapide, Fortunéo ou Boursorama, en moins de 48 heures, en fait, on a l'ouverture de compte validée. Et ce qui est important, c'est que cette ouverture de compte, assez rapidement, finalement, on a la délivrance d'un RIB qui nous permet finalement de pouvoir alimenter le compte au crédit. Alors, c'est-à-dire que finalement, la partie débit du compte, elle est assujettie à tous ces contrôles et au bon atterrissage finalement de l'ouverture de compte. Mais il est possible, dès en fait les premiers instants d'ouverture de compte, d'avoir cette possibilité d'alimenter le compte au crédit. Et ça, c'est important, notamment pour des pros qui doivent en fait faire des premières opérations, notamment pour ouvrir en fait une société. Voilà, donc, voilà. Et donc, en conclusion, oui, la réglementation le permet. Et il y a des formes, en fait, il y a des formes également, donc à la fin de souscription et de signature électronique assez puissantes. D'accord. On avance? Juste, je voudrais vérifier que le partage d'écran marche, Khal, s'il te plaît. Vous voyez mon écran sur nos convictions? Non, on ne le voit pas. C'est toujours sur questions-réponses. Je ne sais pas parce que… Attends. Ah, pardon. Je vais refaire le partage d'écran. Est-ce que vous le voyez là? Est-ce que vous le voyez? Non, pas. Non, pas encore. Je ne sais pas ce qui se passe. J'arrive pas. Excusez-moi. Je ne vois pas ce qu'il faut faire. Je partage d'écran. Voilà. Est-ce que vous le voyez maintenant? C'est OK là. Ok, parfait. Donc, on va donc passer à la deuxième partie qui sont nos convictions. Nos convictions par rapport à toute cette problématique. Donc, le premier point, je pense qu'il est très important, c'est la culture du pays. On ne peut pas, dans une transformation digitale, copier des choses qui se passent en France, ou en Europe, en Afrique, ou des pratiques qui sont au niveau d'un pays à un autre, sauf si c'est la même région et la même culture. Parce qu'il y a un facteur culturel qui est très important et qu'il faut en tenir compte. Et moi, je le vois déjà dans les missions où je suis en Afrique subsaharienne. Donc, ce qu'on
on a constaté, c'est que quelque part, par exemple, la clientèle germanique, c'est une clientèle qui attend beaucoup d'expertise et de précision dans les opérations. On sait par exemple que la clientèle d'Europe de l'Est, elle est plus axée sur le relationnel. On sait aussi que la clientèle, si je vois les pays en Afrique subsaharienne où je travaille, même si le taux de bancarisation n'est pas très élevé, mais le client, quand il vient à la banque, il est reconnu. Donc, il y a une certaine reconnaissance sociale. Tout ça, il faut en tenir compte pour que dans les services digitaux que la banque propose, elle tient compte de cette culture qui revient aussi à une bonne écoute du marché et des besoins de ses clients. Alors, d'une autre façon aussi, on a parlé au tout début, je pense, de l'importance de l'écoute du client. C'est très important d'avoir des focus clients quand on va imaginer donc, la feuille de route digitale et de faire cette écoute ou ces focus clients par segment de clientèle. Et plus le segment clientèle est fin, plus on peut avoir des innovations ou des services digitaux qui répondent déjà aux attentes. Le meilleur service digital réussi, c'est un service qui répond pile poil aux attentes du client qui l'attend. Et aussi des innovations, parce que c'est lui qui l'utilise à la fin. Les clients sont souvent aussi au courant de ce qui se passe ailleurs au niveau de la concurrence. Donc, et ils savent ce qui les dérange. Et c'est par rapport à ces irritants qu'on construit donc, ces innovations. Je ne sais pas, Christophe, si tu as des choses à rajouter sur ce point-là par rapport à ton expérience. Oui, en fait, effectivement, si je reviens un peu avec ce qu'on a pu présenter, c'est que finalement, l'avènement du digital a offert des possibilités de prise de connaissance au niveau des clients. Donc, les clients sont hyper connectés, ils sont finalement savants et bien souvent assez compétents en fait, sur les produits bancaires. Et tout ça, finalement, pour les banques, en termes d'approche commerciale, ça nécessite finalement de passer à une approche commerciale par le produit, qui est encore aujourd'hui, malgré tout, même si certaines banques françaises notamment disent le contraire, on passe d'une approche commerciale par le produit. On vend des produits, les banques jusqu'à présent vendent des produits et vont vers les clients avec des produits, vers une approche en fait orientée client. Et cette approche orientée client, finalement, elle est bien en fait dans l'optique de la découverte des besoins du client. Et donc, il faut vraiment prendre en compte en fait la voix du client. Et même, il faut par moment même l'associer lorsqu'on veut créer de nouveaux produits, de nouveaux services, mettre en place de nouvelles fonctionnalités. Mais l'associer finalement à l'initiative, à la conception et à la mise en marché en fait de ces différentes innovations. Donc, le point vraiment, le focus client, l'approche client, la découverte des besoins clients, elle est essentielle aujourd'hui dans une approche globale, digitale, d'un point de vue finalement relation client innovante. Merci Christophe. Donc, je passe au point suivant. Le point suivant, c'est un point important. On parle de moments de vie à ne pas rater. Moi, on m'a toujours dit, je suis convaincue que l'entrée en relation, c'est le moment de vie le plus important, le moment le plus important où il faut recueillir de façon non intrusive, encore une fois, il faut expliquer, ça veut dire non intrusive, toutes les informations dont on a besoin. Et parce que le conseiller devient un peu comme un médecin de famille, en fait, où il est au courant de tout, de toute la vie du client et il va essayer de l'accompagner dans ses moments de vie. Alors, la question que je pose là, c'est comment faire, parce qu'on parle d'entrée en relation digitale, justement, comment faire pour que cette entrée en relation digitale, elle soit digitale, mais en même temps, on capte ces moments de vie et de façon non intrusive. Est-ce que Laetitia, tu pourrais nous éclairer sur ce point? Alors, oui, effectivement, comme tu le dis, l'entrée en relation, je pense que c'est un moment clé pour la banque et aussi pour le client et il ne faut pas se tromper. Donc, souvent, la première impression est la bonne, comme on dit. Par rapport à cette entrée en relation, si elle est faite en digital, rien n'empêche après un conseiller de prendre contact avec le client pour lui souhaiter la bienvenue, par exemple, et pour le remercier et
et parler. Avant tout, un conseiller, c'est un commerçant. C'est une personne qui va parler de la pluie, du beau temps. C'est une personne qui va parler du métier, du client. C'est une personne qui va parler de la situation familiale, des enfants, des projets, alors des projets de vacances, des projets d'acquisition, du changement de voiture et de prévoyance aussi. Donc finalement, dans sa conversation avec le client, le conseiller est en capacité de capter plein d'informations. Et assez naturellement, ce n'est pas un interrogatoire, monsieur le client, j'ai X questions à vous poser, répondez-moi parce que je dois m'assurer que toutes les cases sont bien remplies. Ce n'est pas du tout ça. Dans la conversation, le conseiller est en capacité vraiment d'aller saisir, d'aller capter des informations pour ensuite, pour le coup, enrichir son dossier client et bien noter, se mettre des revoirs sur des moments importants. Donc, pour répondre à ta question, oui, on peut réaliser une entrée en relation digitale, mais aussi on peut derrière entrer en contact avec le client, soit par le téléphone, soit en rendez-vous si le client accepte de se déplacer. Et pour autant, pour toutes ces entrées en relation qui sont faites par le digital, et si le client ne se montre pas ouvert à la discussion, par exemple, toutes les informations qu'il aura complétées dans ce processus d'entrée en relation va permettre aussi à la banque de capter des informations. Alors, peut-être des informations sur la situation familiale. Si la situation familiale est j'ai des enfants, et bien peut-être que dans le parcours client, quand on va compléter cette entrée en relation, il faudra noter si oui ou non on a des enfants et quel âge ils ont et quelles sont leurs dates de naissance. Et comme ça, ensuite, ça permettra aussi à la banque de contacter le client, alors à la fois par les différents canaux de distribution qui sont à sa disposition, mais dire c'est l'anniversaire de votre fille ou de votre fils aujourd'hui et voilà, ne loupons pas ça. Peut-être est-ce l'occasion de lui ouvrir un compte épargne ou peu importe. Donc, ce n'est pas incompatible du tout. D'accord. Donc, finalement, ce que moi je sais, c'est qu'avec l'entrée en relation digitale ou pas digitale, il y a une relation qui se crée. Une relation qui se crée, donc il faut établir des liens. N'est-ce pas, Laetitia? Donc, établir des liens. C'est toujours dans le cas, effectivement, où on est dans notre réseau d'agences et pour le coup, le client a quand même réalisé son entrée en relation via le digital, mais et dont le compte sera situé dans une agence. Oui, tout à fait. Donc, en fait, même dans l'entrée en relation, donc là, ce que tu préconises, tu dis, on fait l'entrée en relation en digital, mais après, il faut prendre contact pour justement établir des liens. Oui. Après, on va parler de conseiller attitré ou pas attitré. Là, c'est un autre point, parce que finalement, ce qu'on dit, ce qu'il faut, c'est que la relation soit personnalisée, mais pas forcément que ça soit le même conseiller qui contacte à chaque fois le même client. Est-ce que tu confirmes, Laetitia? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais de reconnaissance. Et c'est toujours agréable quand on rentre dans une agence d'être accueilli. Bonjour monsieur Untel, bonjour madame Untel. Et ça, c'est tout à fait possible parce que certaines agences, par exemple, sont équipées d'écrans géants où on signifie son arrivée dans l'agence, on s'identifie. Et donc, du coup, quand le conseiller, le chargé d'accueil, par exemple, vient accueillir la personne, il a vu qu'il s'agissait de tel client et donc il peut le saluer très poliment et le client a ce sentiment d'être reconnu au sein de l'agence. Donc oui, la reconnaissance est importante. D'accord. Je vais revenir à l'entrée en relation parce que notre participant, quand il a posé la question, lui, la question qu'il voulait justement creuser, c'était la question de la signature électronique des documents et des contrats. Donc, en France, comment ça se passe? Est-ce que tout le monde s'est autorisé la signature électronique et tout le monde, il faut acquérir quoi? Un certificat pour pouvoir signer? Comment ça se passe?
Les certificats, en fait, sont mis à disposition par la banque et sont D'accord. téléchargés, en fait, ensuite sur le poste du client ou du prospect. D'accord. Et tout se fait électroniquement, signature et mise à disposition des contrats. D'accord. Et tout, en fait, tout cela, les contrats notamment, sont aussi enregistrés en fait dans un coffre-fort en fait, mis à disposition donc par la banque dans ce cadre en fait de ce parcours 100% en ligne. Donc tout D'accord. ça est autorisé, c'est léger en termes de Mhm. technologie et c'est sans contrainte pour le client et le D'accord. prospect. D'accord. C'est pas comme finalement en fait, je veux dire, il y a quelques années, finalement, on devait effectivement avoir des certificats. C'était assez laborieux parce qu'il fallait avoir une clé, Oui. voire des tokens. C'était assez laborieux. Mhm. Aujourd'hui, en fait, ces irritants n'existent plus. C'est vraiment, c'est fluide, c'est simple et c'est sécurisé. Parce que la D'accord. sécurité, finalement, hein, est vraiment un point important. Alors, à la fois, comme je le disais tout à l'heure, la sécurité par rapport à la connaissance client, le KYC, mais après, il y a aussi la sécurité dans le sens cybersécurité pour protéger contre les fraudes et les usurpations d'identité ou en tout cas les failles de Bien système. sûr. Et ça, D'accord. ce sont des montants quand même colossaux en termes d'investissement pour les banques. D'accord. Et aujourd'hui, le client français n'a pas de souci, enfin, il n'a pas peur en fait de faire ses entrées en relation complètement à distance avec avec cette Non, signature en fait, électronique dans la culture. c'est rentré dans la culture parce que finalement, la D'accord. signature électronique ou le contrat virtuel, Mhm. vous le retrouvez, on pourra en parler tout à l'heure, mais finalement, même en agence, lorsque vous allez en agence, il n'y a plus d'impression de contrat. Mhm. Vous signez électroniquement en fait votre contrat et vous le recevez D'accord. ensuite dans votre coffre-fort ou par courrier si vous le souhaitez. Mais la D'accord. signature finalement en agence, elle se fait de manière virtuelle, soit avec un stylet en fait et une tablette, Mhm. soit par envoi de un mot de passe sur le téléphone, sur le smartphone, pour en fait finalement par code valider le Mhm. contrat. D'accord. Et donc même en agence, et ça c'est vraiment la notion finalement de figital, même en agence, on est dans une relation finalement virtuelle pour signer Mhm. et contractualiser. Mhm. C'est presque le même parcours. Enfin, c'est juste que, en fait, les parcours sont cohérents finalement entre les différents canaux, qu'ils soient Tout à fait. complètement Il y a une imbrication finalement en fait dans les moyens mis à disposition par rapport à des parcours clients qui peuvent être physiques ou ou complètement virtuels. digital. Mhm. D'accord, très clair. Donc on peut avoir un mix. Donc, ça nous fait une bonne transition au slide suivant. Est-ce qu'on parle d'agence physique ou d'agence tout tu pourrais rajouter des petites justifications sur ça, Christophe? Alors oui, effectivement, donc déjà finalement, lorsque une banque, en tout cas un acteur économique bancaire ou voire même de banque assurance, finalement, la première question à se poser, c'est finalement quelle est la stratégie commerciale de distribution qu'on veut Mhm. avoir. Et là, Mhm. donc, on va parler des canaux. Et donc, il faut effectivement, ça c'est une certitude, hein, une complémentarité sur les canaux. Et donc, il faut mettre en place une stratégie multicanale. Tout à l'heure, Laetitia parlait d'omnicanal. On peut même aller jusqu'au bout de cross-canal. Et donc là, il y a une feuille de route, une trajectoire à définir par rapport, en fait, finalement, à cette complémentarité des canaux et l'imbrication des canaux les uns par rapport aux autres. Et ça, évidemment, ça se fait d'un point de vue global au niveau de la banque, mais il est incontournable en fait de réfléchir aussi au segment clientèle. Et là, c'est les particuliers. Au sein des particuliers, quelle segmentation on peut mettre en place? Il y a les professionnels, Mhm. mais il y a également les entreprises, les corporates. Et ça, c'est important. Et cette segmentation aussi, elle doit être finalement un peu liée finalement au périmètre produit. Finalement, tous les canaux ne sont pas éligibles à la vente ou à la délivrance de tous les produits et tous les services. Il va falloir faire un choix pour justement être Mhm. dans des canaux rentables et justement de pouvoir pousser les bons clients sur les bons canaux et pour les bons produits. Comme ça, en Mhm. fait, finalement,
il y a cette notion de productivité des canaux qu'il faut piloter, qu'il faut suivre dans le temps. Donc ça, c'est extrêmement important, et notamment par rapport aussi aux moyens à allouer sur les canaux. Et bien sûr, on parle de parcours, il faut favoriser, ça c'est bien le cross-canal, les sauts entre les différents canaux. Je démarre en fait dans un canal, que ce soit l'agence, par rapport à un entretien de découverte des besoins. Je démarre finalement mon parcours, que je peux ensuite, si j'ai besoin un peu de réflexion, notamment sur des produits complexes, faire aboutir à distance via justement une signature électronique ou un contrat virtuel. Voilà, donc ça, c'est important. Ce qui est aussi important dans cette réflexion de complémentarité des canaux, c'est, tout à l'heure, Laetitia a employé un peu le parcours sans couture, et aussi finalement la promesse. C'est-à-dire que la promesse qu'on peut avoir dans cette relation à distance, que ce soit finalement soit en plateforme téléphonique, sur smartphone, sur tablette, sur Internet, par rapport à des portails marchands. Ce qui est important aussi, c'est que la promesse soit bien au rendez-vous du traitement opérationnel, soit par le middle, soit par le back-office. Si je fais une opération à distance sur un portail en fait digital, si j'ai besoin de signer un contrat, il faut que le contrat puisse être généré rapidement et que le produit soit mis en force dans les systèmes rapidement. Et donc, il faut que les systèmes back-office, les legacy, les corps bancaires, soient vraiment adaptés pour intégrer en fait ce flux du front, quels que soient en fait les canaux. Donc ça, c'est important. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à cette complémentarité des canaux, finalement, après 10-15 ans, notamment en France, de transformation digitale dans la relation client, ce qu'on observe, c'est que le chargé clientèle reste, dans les banques traditionnelles, le pivot vraiment de la relation clientèle. Ça, c'est important. Alors, forcément, et ça, c'est un des points c'est le point 3 qu'on a évoqué, pas pour réaliser des opérations bancaires basiques, mais vraiment pour accompagner les clients dans ces moments de vie. Il faut être présent, on a besoin d'une relation de confiance, le client en tout cas l'exprime, et ça c'est important. Et voilà, donc le chargé clientèle est un élément clé en fait dans la relation clientèle. C'est un pivot. Et même on peut aussi le voir par rapport à des acteurs pure players sur de la banque en ligne. Finalement, les acteurs qui sont dit voilà, on vous offre une banque simple complètement virtuelle. Progressivement, elles ont mis en place finalement la possibilité de pouvoir avoir accès à un conseiller soit attitré ou à plusieurs conseillers attitrés. Voilà, donc ils ont remis finalement de la relation de proximité dans une relation virtuelle. Et ça, c'est important. Et on est bien finalement dans cette relation, enfin dans cette notion de figital où finalement on va allier en fait les deux mondes, le monde à la fois agence et aussi la partie digitale. Et ça, finalement, c'est important parce que tout à l'heure, on l'évoquait, et ça, c'est dans les chiffres qu'on observe aujourd'hui en France. C'est vrai que les Français, pour la plupart, sur leur moment en fait important de vie, veulent avoir cette relation physique. Alors, elle peut être virtuelle, mais avec une visioconférence ou en agence, mais en tout cas, c'est important. D'accord. Alors, oui. Juste Christophe, parce que là, Khaled me dit, comme le webinaire se termine à 10h30 et j'aimerais prendre quelques questions. Ouais. Je te termine, je te propose d'aller vite sur ce qui va venir pour laisser au moins 5 minutes pour prendre une ou deux questions. D'accord ? Alors, très rapidement, donc, on en a parlé sur la partie humain. Et pour terminer finalement un peu finalement, si on devait faire un choix, donc vous l'avez compris, c'est un choix qui doit être mixte finalement, à faire une bonne combinaison de l'ensemble des canaux qui sont offerts et de la technologie, c'est important. Quand même 2 points là-dessus, c'est que le self-care est incontournable, c'est-à-dire qu'il faut permettre, quoi qu'il arrive, au client de pouvoir faire lui-même des opérations simples. Alors, bien sûr, ça va de la consultation de compte, mais jusqu'à la partie virement, plafond de carte, voilà, des opérations simples, il faut pouvoir donner cette possibilité au client de pouvoir le faire. Et un point très très important, j'en ai parlé, la cybersécurité. On ne peut pas en fait avoir une stratégie multicanal, omnicanal ou cross-canal vraiment robuste si on n'est pas au rendez-vous de la sécurité informatique. C'est pas possible. C'est impossible. D'accord.
Parfait, merci. Donc, on a parlé complémentarité, cohérence des canaux, la notion du digital qui est importante dans notre continent, sur notre continent, mais visiblement aussi en France, la digitalisation des opérations courantes avec du self-care et garder l'humain pour les moments de vie. Donc, je vais passer au slide suivant. Alors, on va passer. Voilà. Alors, en conséquence, ce qu'il faut, c'est travailler le bon maillage du réseau d'agences. Les conseillers agences qui sont convertis avec plus d'expertise, on va avoir des conseillers experts au téléphone, des conseillers experts en visioconférence, des experts sur les opérations de contrôle back-office, parce que qui dit digital, il dit plus de contrôle après au back-office, et des conseillers augmentés avec une notion d'augmenter soit par les outils, aussi, mais on peut très bien imaginer un conseiller, il prend rendez-vous avec son client, et ils sont 3. Il y a un deuxième conseiller expert, expert dans la problématique, le besoin du client, et en fait, il y a des visioconférences à 3. Recrutement des profils avec des compétences pointues et beaucoup de formation. Alors, sur l'agence du futur, Christophe, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quelle organisation avoir? Quel agencement avoir de cette agence du futur, qui est une agence conviviale, flexible en termes d'amplitude horaire, garantissant la sécurité des opérations, que ce soit courantes, parce qu'il peut y avoir des murs d'argent, ou aussi quand le client il a un besoin complexe, où on va avoir des discrétions, où on est en libre service, mais aussi une distribution multiservice qui peut s'étaler sur des services aussi non bancaires. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus, Christophe? Oui, tout à fait. En fait, bon, premier point, c'est qu'il ne va pas exister en fait un seul type d'agence du futur, ou en tout cas d'agence pour un réseau. En fait, il ne faut pas un seul type d'agence. Il faut vraiment plusieurs types d'agences, à la fois en fonction du maillage qu'on souhaite avoir, des zones de population qu'on souhaite adresser, et également des segments, en fait, des segments en fait qu'on veut adresser. Alors, on peut avoir des agences spécialisées pour de la clientèle VIP, et on peut être dans une logique d'agence appartement, où on est plutôt en fait finalement reçu avec des zones de confidentialité et, des espaces en fait de discussion avec vraiment des experts assez poussés en fait en termes de spécialisation bancaire. On peut avoir d'autres types d'agences pour une clientèle un peu plus courante, mass market, où finalement on va découvrir, en fait, on va avoir un parcours au sein de l'agence un peu plus ouvert, un peu plus finalement avec une zone effectivement mur d'argent, ou en tout cas possibilité de faire ces opérations en self-care, avec aussi des zones où on va pouvoir s'acculturer sur des produits bancaires, et bien sûr des zones de rendez-vous. L'agence sera finalement, en tout cas l'agence du futur, et on le voit aujourd'hui en France, c'est une agence où on est en rendez-vous. On n'est plus de passage en fait pour une opération quelconque. On est vraiment en rendez-vous par rapport à des moments importants. Ça, c'est important. Et bien sûr, dans cette agence, on est obligé aujourd'hui, il faut injecter de la technologie. Et bien sûr, on n'est plus dans une logique uniquement bancaire, on sera sur de la banque, sur la banque assurance, mais également sans doute sur des services complémentaires pour justement, lorsqu'on est dans une approche client à la découverte de ses besoins, si c'est pour l'achat d'un appartement, pourquoi pas associer d'autres expertises pour des travaux, de l'architecture, etc. On peut, en fait, la banque sera finalement une sorte, et on va ce sera bien matérialisé en agence, sera finalement un point de contact de confiance, un tiers de confiance pour le client. Et la banque se doit, dans son agence, finalement, assembler plusieurs services, plusieurs expertises dans un mode architecture ouverte pour justement faire bénéficier de ces relations avec d'autres partenaires pour le client. Parce que le point essentiel, notamment dans cette transformation digitale, on parle de fintech, par rapport à de nouveaux entrants, c'est que la banque elle a cette chance de connaître les clients, mais elle doit tout faire pour ne pas se faire des intermédiaires. Il ne faut pas que la banque devienne un porte-monnaie, finalement, le porte-monnaie en fait, des clients, mais elle doit garder cette relation parce que cette relation, c'est elle qui est riche en fait, de PNB, finalement. C'est clair, d'accord. Donc là, on a quelques exemples de banques, si on peut passer rapidement dessus. Christophe? Peut-être, Laetitia, comme tu connais bien BNP, finalement, les espaces, en fait, les espaces spécialisés qui ont été mis en place récemment et qui marchent bien.
Juste, Laetitia, si tu peux en parler une minute, Oui, parce qu'on va ton micro, pouvoir laisser les Laetitia. questions. Je vous prie de m'excuser. Oui, en effet, aujourd'hui, en termes de format, on en a parlé quand même tout à l'heure. On a des formats d'agences qui ont évolué. Donc, si on prend exemple là sur BNP Paribas qui a investi plusieurs millions d'euros pour finalement former des agences express, là où effectivement Christophe en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des agences où je suis de passage pour réaliser des opérations très simples, remettre de l'argent, retirer de l'argent, consulter mon compte. Mais aussi des agences conseils où effectivement j'aurai un conseiller clientèle qui va pouvoir m'apporter de la plus-value. Et c'est mon fameux conseiller clientèle qui est finalement, comme le disait Christophe très bien, le pivot de la relation. C'est notre médecin généraliste qui va ensuite orienter vers des conseillers spécialisés, notamment dans des agences projets. Parce qu'effectivement, on peut très bien avoir 4-5 agences autour de nous, mais toutes ne seront pas du même format et sera plutôt présente, en tout cas répondront à une attente précise du client à un instant T. Donc, dans ces agences projets, effectivement, on y retrouvera ces fameux conseillers spécialisés. Et puis, dans d'autres agences, et là, les caisses d'épargne l'illustrent au travers de la photographie qu'on peut voir, et comme d'autres agences d'ailleurs, proposent des tablettes géantes pour, par exemple, consulter son compte, mais aussi être mis en relation avec d'autres partenaires. Christophe le disait tout à l'heure, l'agence finalement va permettre d'ouvrir les portes vers d'autres partenaires. Et donc, cette tablette, par exemple, pourrait très bien être une tablette qui nous permet, dans le cadre d'un projet immobilier, visiter un appartement en virtuel, par exemple, comparer, choisir, et puis à partir du moment où on est spécialisé. Très bien. Donc, on passe donc, alors, voilà. Alors, comment y arriver finalement? Donc, une politique pas à pas. Alors, une politique pas à pas, c'est-à-dire que c'est pas la peine de viser très grand au début, mais faire des petites victoires. Dans le digital, on est toujours un peu stressé parce qu'on est toujours en train de voir ce que fait la concurrence pour être au niveau ou faire mieux. Mais donc, l'important, c'est d'avancer, d'avoir une politique de test and learn, donc écoute, test, résilience. On a parlé de la cohérence par rapport aux différents canaux. L'acculturation, c'est très important. Il faut embarquer toutes les strates managériales et là, on commence du CODIR, voire du conseil d'administration. Favoriser le partage en interne, et là c'est une culture à instaurer, et le retour d'expérience entre terrain et le siège, et ouverture et intégration de bouts de chaîne de valeur avec des fintech. On n'a pas peut-être assez parlé des solutions, mais l'informatique et les solutions sont importantes parce que quand on dit conseiller qui est personnalisé, ça veut dire quelque part on a un CRM. Quand on dit conseiller, on va aller par des bus mobiles, donc ça veut dire quelque part des tablettes, ça veut dire une connexion online, offline, quand les régions ne sont pas, notamment sur notre continent africain, ne sont pas bien couvertes en termes de réseau. Donc, c'est vrai que sur ce webinaire, on a voulu plus parler distribution, agence, impact sur l'humain. Il reste, je pense qu'il est 10h30. Je ne sais pas, Khaled, on peut en prendre des questions ou est-ce que le webinaire va s'arrêter? Oui, on peut prendre 5 minutes pour les questions. 5 minutes pour les questions. Alors, Achraf, qu'est-ce que tu choisis comme question? Il y a une question dont Christophe a répondu une petite partie, c'est par rapport à la sécurité. Donc, celle-là, je l'ai résolu. Par contre, on parle beaucoup de ce que dit notre participant, c'est qu'on parle beaucoup du digital, mais trop peu de la sécurité. Faut-il sensibiliser encore plus les acteurs sur ce volet important? Et si oui, comment aborder ce sujet, sachant que le coût il est toujours très conséquent? D'accord. Christophe, tu Oui, peux finalement, répondre à cette question? Enfin, la sécurité, enfin, on parle beaucoup de tiers de confiance, de relations de confiance. Et c'est incontournable, en fait. C'est vraiment incontournable parce que finalement,
Dans la transformation digitale, on va beaucoup parler finalement et vous allez, commencer à le découvrir en Tunisie et plus largement sur le territoire africain. Voilà, c'est l'architecture ouverte par APIisation, agglomération en fait de partenaires extérieurs. Donc ça, c'est tout ce qui a été, en tout cas en Europe, autorisé avec la réglementation DSP2, notamment sur les paiements. Et tout ça, finalement, ne peut se faire que si, d'un point de vue sécurité, accès, contrôle des données, contrôle d'intrusion, etc., soit garanti. Parce que ça peut ensuite, finalement, en termes de e-réputation, mettre une banque aujourd'hui à terre. Voilà, donc ça, c'est important, c'est conséquent, mais dans tous les projets maintenant digitaux, le volet sécurité ne veut pas être éludé. C'est extrêmement important et ça doit finalement prendre une part importante des budgets d'investissement. D'accord. Mais c'est quelque chose à faire depuis le début, c'est-à-dire dès le début de la feuille de route, dans l'architecture, le volet sécurité, Il y a un il faut qu'il chantier soit pris en sécurité, compte, depuis le début, il avant y a un même de volet commencer à sécurité, produire le voilà, service. qui doit D'accord. être bien embarqué et en cohérence avec les promesses qu'on souhaite faire aux clients. Ça ne doit D'accord. pas être une contrainte, ça doit être un élément moteur pour sécuriser et donner la confiance en fait aux clients. Achraf, tu as une autre question? Oui, on prend une dernière, je pense, vu le temps qui nous est imparti. Donc, un de nos participants demande par rapport au modèle digital adéquat aux entreprises. Vu que ce qu'on a présenté, il était beaucoup plus axé vers les particuliers et les professionnels. Donc, il aimerait bien savoir ce qu'on pense du modèle digital adéquat pour les entreprises. Alors, oui, ce que je peux démarrer, après je laisserai Laetitia peut-être compléter. Alors, sur la partie entreprise, la partie digitale, on le voit de manière très très forte aujourd'hui en France, mais c'est aussi en Europe, hein, parce que ce sont des plateformes sur la partie cash management. Et ça, c'est vraiment, en fait, voilà, il y a vraiment, en fait, des besoins et des demandes extrêmement fortes, en fait, des clients corporate sur cette partie-là. Et les banques, effectivement, s'investissent beaucoup, en fait, pour donner, en fait, des outils et des services déportés directement chez les clients, afin de pouvoir, justement, donner accès, en fait, à pas mal de choses, de fonctionnalités du système d'information au niveau des clients et une certaine ouverture, finalement. Et ça, c'est un point important parce que finalement, pour la relation, en fait, dans une relation avec un corporate, avant de parler financement, la première chose à faire, hein, c'est de bien sécuriser la partie flux. Et le digital est extrêmement important sur la partie flux. Tu pourrais donner plus de précision, Christophe, sur cette partie flux, justement, pour les entreprises? Sécurisation de la partie flux, qu'est-ce que tu veux dire exactement? C'est l'initialisation des paiements, enfin, c'est l'initialisation des paiements gros montants, la partie contrôle, la centralisation de la trésorerie. Tout cela, finalement, en fait, il y a pas mal de choses qui sont mises en avant, notamment par certains grands groupes français hein, qui sur cette partie-là sont assez, enfin, en tout cas, sont des acteurs de référence. Hein. Donc, on parlait tout à l'heure de la BNP. La BNP, c'est bien le cas. Et par rapport au corporate, effectivement, tout ça, en fait, est important. D'accord. Ouais, il y a l'aspect effectivement flux, mais il y a aussi l'aspect entrée en relation parce que la conquête est importante et aujourd'hui, certaines banques de la place proposent des entrées en relation à distance, ce qui permet aussi d'éviter les risques d'erreur, par exemple, parce qu'effectivement, quand on entre en relation avec une entreprise, les données qui sont demandées dans le cadre justement du KYC sont beaucoup plus importantes que les données qu'on va demander à un particulier ou à un professionnel. Donc effectivement, le dirigeant d'entreprise va pouvoir saisir son entrée en relation, il la connaît, ça ira beaucoup plus vite finalement le parcours va être réduit et le client aura
une ouverture de compte rapide. Il y a effectivement la conquête, il y a des flux, hein, comme l'évoquait, les paiements, comme évoquait Christophe, mais il y a aussi la partie crédit. Aujourd'hui, il y a des crédits qui sont faits également en ligne pour le corporate ou à distance. Et encore plus, là, on a pu le voir avec des parcours de décision qui ont été raccourcis dans cette période de Covid, où il a fallu mettre en place des crédits de trésorerie rapidement. Donc oui, bien sûr, le marché corporate se digitalise énormément aussi pour améliorer tous ces parcours. D'accord. Merci Laetitia, merci Christophe. Khaled, est-ce qu'on peut prendre une autre question ou est-ce que je dois arrêter? On a le temps, mais c'est juste pour ne pas monopoliser déranger nos participants. D'accord. Voilà. Ashraf, on prend une dernière question alors. D'accord, c'est une question qui a disparu, je ne l'ai pas de mon écran, mais je l'ai notée. Donc, selon vous, c'est par rapport à l'entrée en relation. Notre participant demande, selon vous, l'entrée en relation s'arrête à la captation des données du client ou est-ce qu'on doit aller jusqu'à l'ouverture de compte ou la souscription à un service? Oui, surtout oui. Si vous devez faire des projets d'entrée en relation à distance, il faut mettre le paquet pour que le client puisse, dès son premier acte en fait, d'entrée en relation d'affaires en fait, avec vous, puisse aller jusqu'à la souscription de services, hein, et l'ouverture de produits, de contrats d'assurance vie. Enfin, en fait, c'est un moment clé où il faut au maximum lui délivrer en fait, les bons services, les bons produits. Si c'est un client VIP, il faut lui proposer une carte Gold, il faut lui proposer, s'il a des enfants, pourquoi pas ouvrir également d'autres comptes pour les enfants en représentation. Enfin, voilà, il faut aller le plus loin possible pour, dès ce moment-là, comme l'agence finalement, bien prendre en compte l'ensemble de ses besoins et lui proposer plusieurs types de produits en mise en gestion quasiment immédiate. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est un moment qu'on ne peut pas louper pour équiper le client et bien l'équiper par rapport à finalement son statut et ses possibilités. Et donc, c'est important aussi. Donc, il y a le mécanisme, ce processus en fait en tant que tel d'entrée en relation, mais vous devez mettre en place également, une sorte, de processus intelligent pour pouvoir proposer au client les bons produits qui lui conviennent et les bons services qui lui conviennent dès ce moment-là et l'inciter en fait à souscrire. En fonction de son profil et de ce qu'il aurait rentré au digital. C'est ça la difficulté. Tout à fait. Si vous avez, si vous avez un client haut de gamme qui fait une entrée en relation à distance, la première chose que vous allez faire, c'est pas de lui proposer un crédit revolving. Non, il faut lui proposer plutôt des produits d'épargne, épargne assurance vie, épargne retraite. Enfin voilà, là où finalement la banque peut avoir une captation en fait d'encours et également où les marges aussi sont beaucoup plus importantes. C'est important. Est-ce qu'on peut dire, Christophe, c'est que finalement ce qu'on fait habituellement en agence, parce que ça c'est ce qu'on fait, il va falloir le faire de façon intelligente par le digital. Alors je dirais différemment. Ce qui est bien fait en agence, il faut effectivement bien le faire dans le digital. Ce qui est bien fait dans l'agence. En revanche, ce qui est mal fait en agence, il ne faut pas le reproduire dans le digital. D'accord, ok. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal faites en agence. D'accord, donc il ne faut pas les reproduire, effectivement. Surtout qu'avec le digital, il faut vraiment réfléchir quels sont les critères qu'on va prendre. S'il y a des moteurs intelligents, la capacité de pouvoir justement faire de la prédécision à travers de l'analyse prédictive, tout ça c'est possible avec justement l'apport des fintech ou de technologies, hein, c'est possible. Et donc il ne faut pas hésiter. Mais dans le digital, j'ai un peu deux mots pour compléter. Lorsqu'on raisonne un peu de transformation digitale, notamment en fait dans la relation clientèle, d'une part, il ne faut pas se dire que ce qu'on fait dans le monde physique, il ne faut pas d'emblée partir dans le postulat, il faut le reproduire dans le monde virtuel. C'est clair. Ce n'est pas un bon réflexe. Je suis et deuxième chose, c'est que cette transformation de la relation clientèle, qui est le titre du webinaire, ça questionne aussi pas mal de choses sur les délégations et les marges de manœuvre qu'on peut donner aux clients, à la fois aux clients dans le self-care,
mais également aux chargés clientèle, mais aussi dans les différents outils, mis à disposition. Ça, c'est important aussi. Donc, il faut revoir quasiment la politique de risque, il faut voir la politique d'octroi, etc., etc. Donc, tous les processus régaliens de la banque sont à revisiter et adapter par rapport à la stratégie multicanal, enfin cross-canal que vous voulez avoir. C'est clair. Merci beaucoup. Donc, je remercie donc Christophe, Laetitia, Achraf et Khaled qui ne sont pas visibles. Et je remercie aussi tous nos clients, nos prospects d'avoir participé à ce webinaire. Donc, je rappelle que ce webinaire est enregistré. Donc, on va l'envoyer à tous ceux qui se sont inscrits. Pour les questions, là, on n'a pas pu répondre. On va essayer de vous répondre par mail. Et de toute façon, on pourra échanger pour mieux comprendre la question éventuellement. J'espère qu'on aura d'autres occasions de nous revoir dans d'autres webinaires intéressants. On va vous envoyer un petit questionnaire aussi pour voir est-ce que le créneau horaire vous a plu, est-ce que le contenu vous a plu, si vous avez des sujets que vous voulez traiter les prochaines fois. Et en espérant vous voir avec nous la prochaine fois. Et j'espère aussi qu'avec iLancy, notre partenaire, on aura d'autres webinaires à organiser avec vous. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde.